Le soleil de septembre illuminait la petite mairie d'Annecy, quand Céleste ajusta nerveusement sa robe ivoire. À 29 ans, elle n'avait jamais imaginé que son mariage ressemblerait à cela. Une cérémonie civile intime, sans fleurs extravagantes ni invités nombreux. Thomas avait insisté sur la simplicité. « Plus romantique ainsi, ma chérie », avait-il murmuré en caressant sa joue quelques semaines plus tôt. Elle observa son futur époux qui signait les documents officiels. Thomas portait un costume sombre parfaitement ajusté. Ses cheveux bruns impeccablement coiffés. Il souriait à l'officier d'état civil avec cette assurance naturelle qui l'avait séduite 18 mois auparavant. Pourtant, quelque chose dans son geste la troublait. Il tenait le stylo de la main gauche, alors qu'elle l'avait toujours vu écrire de la droite. « Céleste ?» L'officier lui tendait le registre. Elle sursauta et s'approcha pour apposer sa signature. Thomas posa sa main sur son épaule, un geste tendre qui aurait dû la rassurer. Au lieu de cela, elle remarqua qu'il observait attentivement chaque mouvement de sa plume, comme s'il mémorisait sa façon d'écrire. Dans les travées, Marie-Claire, la mère adoptive de Thomas, applaudissait poliment. Cette femme de 58 ans aux cheveux gris, tirés en chignon, semblait tendue malgré son sourire. Ses yeux fuyaient constamment ceux de Céleste, et quand leurs regards se croisaient par hasard, elle détournait rapidement la tête. « Je vous déclare unis par les liens du mariage. » Les applaudissements résonnèrent dans la petite salle. Thomas l'embrassa avec passion, mais Céleste remarqua qu'il évitait l'objectif du photographe officiel, tournant subtilement la tête pour que son visage reste dans l'ombre. Lors du petit cocktail qui suivit, Thomas refusa que les quelques invités prennent des photos avec leur téléphone. « Gardons notre intimité », dit-il en riant, mais son ton était ferme. Céleste bavardait avec sa collègue enseignante, Amélie, quand elle entendit Thomas régler la facture du traiteur. Il sortit une épaisse liasse de billets de sa poche intérieure. Toujours du liquide. En 18 mois de relation, elle ne l'avait jamais vu utiliser de carte bancaire. « C'est plus discret pour les impôts », lui avait-il expliqué un jour avec un clin d'œil complice. Amélie s'approcha de l'oreille de Céleste. « Il est charmant, ton Thomas. Mais tu ne trouves pas qu'il évite les photos ? Et puis, il connaît vraiment bien tes horaires de travail. Il savait que tu finissais à 16h les mardis, alors que même moi, je l'oublie parfois. » Céleste fronça les sourcils. C'était vrai. Thomas connaissait parfaitement son emploi du temps, ses habitudes alimentaires, même les heures où elle promenait son chien Rex. Elle avait trouvé cela attentionné, preuve de son intérêt sincère pour sa vie quotidienne. Marie-Claire s'approcha d'elle, tenant délicatement une coupe de champagne. « Vous ne le connaissez pas vraiment, ma petite », murmura-t-elle si bas que Céleste dut tendre l'oreille. « Pardon ?» Mais Marie-Claire s'était déjà éloignée, rejoignant Thomas qui l'observait avec une expression indéchiffrable. La soirée se termina tôt. En rentrant chez eux, l'appartement de Thomas où elle avait emménagé récemment, Céleste tenta d'aborder le sujet des paroles étranges de Marie-Claire. « Ta mère semblait bizarre aujourd'hui. » Thomas rangea sa veste dans le placard avec des gestes méticuleux. Marie-Claire traverse une période difficile depuis son petit AVC de l'année dernière. Elle dit parfois des choses incohérentes. Il se tourna vers elle, son sourire rassurant masquant quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Demain, nous partons pour notre lune de miel. 2 semaines rien qu'à nous à Nice. » Cette nuit-là, allongée contre Thomas qui dormait paisiblement, Céleste fixa le plafond. Pourquoi ne parvenait-elle pas à se débarrasser de cette sensation étrange ? Comme si, le jour de son mariage, elle avait épousé un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Un homme qui écrivait de la main gauche alors qu'il était droitier, qui payait tout en liquide et qui semblait connaître sa vie mieux qu'elle-même. L'hôtel Carlton de Nice s'élevait majestueusement face à la Méditerranée. Céleste admirait la vue depuis la terrasse de leur suite au 4e étage, les palmiers de la promenade des Anglais se balançant doucement dans la brise marine. Thomas avait réservé le plus bel établissement de la ville. « Comment as-tu trouvé cet endroit parfait ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Thomas arrangeait méticuleusement leurs vêtements dans l'armoire, chaque pièce suspendue avec une précision militaire. « J'ai fait des recherches approfondies pour ma princesse », répondit-il sans lever les yeux. Pourtant, quand le réceptionniste leur avait remis les clés, Thomas avait salué le personnel comme s'il les connaissait déjà. Un simple « Bonjour, monsieur Thomas » avait échappé au concierge, trop familier pour un premier séjour. « Profitons-en pour faire quelques photos souvenirs »,
suggéra Céleste en sortant son téléphone. Thomas s'approcha rapidement et posa sa main sur l'appareil. « Gardons ces moments intimes pour nous, ma chérie. Les réseaux sociaux gâchent la magie du voyage. » Son sourire était tendre, mais sa prise sur le téléphone était ferme. Il le glissa dans sa propre poche. « Tu as raison, » murmura-t-elle, troublée par cette possessivité soudaine. Le premier jour, Thomas organisa leur programme avec un soin minutieux. Petit déjeuner à 8 heures précises, visite du Vieux-Nice par des ruelles qu'il semblait connaître parfaitement, déjeuner dans un restaurant qu'il avait découvert en ligne, mais où le serveur l'accueillit comme un habitué. « Vous prenez le menu habituel, monsieur ?» avait demandé l'homme, avant de se reprendre rapidement. « Excusez-moi, je vous confonds avec quelqu'un d'autre. » Céleste remarqua que Thomas évitait systématiquement les lieux touristiques bondés. Quand elle proposa de visiter le célèbre marché aux fleurs du cours Saleya, il inventa une migraine soudaine. Lorsqu'elle mentionna Monaco pour le lendemain, il détourna immédiatement la conversation. Nice est déjà si riche à découvrir. Pourquoi se disperser? Le deuxième soir, pendant qu'elle prenait un bain, Céleste entendit Thomas recevoir un appel. Il parlait à voix basse en italien, une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Elle tendit l'oreille et distingua quelques mots. Domani, finito, problema, demain, fini, problème. Quand elle sortit de la salle de bain, Thomas rangeait son téléphone, l'air préoccupé. Qui appelait? Un collègue de travail, des soucis sur un dossier. Mais Thomas prétendait ne pas parler italien. Elle l'avait interrogé sur ses compétences linguistiques lors de leur premier rendez-vous, et il avait affirmé ne maîtriser que le français et un peu d'anglais. Le troisième jour, Thomas proposa une promenade matinale. Il choisit ses vêtements pour elle, une robe bleu marine qu'elle n'aurait pas sélectionnée spontanément. « Cette couleur te va à ravir », insista-t-il en l'aidant à l'enfiler. Pendant qu'ils marchèrent sur la promenade, Céleste observa discrètement son mari. Il saluait d'un hochement de tête certains passants, comme s'il les reconnaissait. À un moment, un homme âgé lui fit un signe de la main depuis un café, mais Thomas accéléra le pas en prétendant ne pas l'avoir vu. « Tu connais cet homme ? » ?»« Quel homme ? Je n'ai rien remarqué. » L'après-midi, pendant que Thomas était parti faire du jogging, Céleste décida d'explorer seule l'hôtel. À la réception, elle engagea la conversation avec la responsable du service clientèle. « Votre mari semble apprécier notre établissement, » dit la femme avec un sourire professionnel. « C'est notre première visite à Nice. » La réceptionniste parut surprise. « Oh, pardonnez-moi, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu. Peut-être me trompais-je. » Ce soir-là, Thomas insista pour dîner dans leur suite plutôt qu'au restaurant. Il commanda le service en chambre sans consulter le menu, connaissant parfaitement les spécialités de l'établissement. Quand Céleste fit remarquer sa connaissance précise de la carte, il rit. « J'ai étudié leur site internet dans les moindres détails pour t'impressionner. » Pourtant, elle l'avait vu naviguer sur internet plusieurs fois pendant leur relation, et jamais il n'avait visité le site de cet hôtel. Cette nuit-là, allongée dans le grand lit, Céleste écoutait la respiration régulière de Thomas. Elle repensait aux détails troublants qui s'accumulaient, sa connaissance parfaite de Nice, ses conversations en italien, l'attitude familière du personnel, son refus catégorique des photos. Qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé? Et pourquoi avait-elle l'impression grandissante qu'il lui cachait quelque chose d'important? Le lendemain matin allait apporter une réponse qu'elle n'était pas prête à entendre. Marie-Claire fixait le téléphone posé sur sa table de cuisine, encore tremblante après l'appel qu'elle venait de recevoir. La voix de cette femme inconnue résonnait encore dans sa tête comme un écho terrifiant. 10 minutes plus tôt, une inconnue avait appelé son numéro fixe. « Bonjour madame. Je suis désolée de vous déranger, mais il faut que vous sachiez quelque chose sur votre fils Thomas. » Marie-Claire avait d'abord pensé à une erreur. « Je crois que vous faites erreur, madame. »« Non. Votre fils était marié avec ma sœur Nathalie. Elle a disparu il y a 3 ans après leur voyage de noces à Nice. La police a classé l'affaire, mais je sais que c'est lui. Ma sœur m'avait dit qu'il se comportait étrangement pendant leur lune de miel. » Le sang de Marie-Claire s'était glacé. Nathalie. Ce prénom lui était familier. Thomas avait effectivement eu une copine qui s'appelait Nathalie, une jolie brune qui travaillait comme institutrice. Il avait expliqué qu'elle était partie vivre à l'étranger après leur rupture. Vous êtes certaine qu'il s'agit du même homme ?
Thomas Martin, environ 35 ans, cheveux bruns, très charmeur. Il épouse des femmes seules. Et ensuite, la voix s'était brisée. Ma sœur ressemblait beaucoup à sa nouvelle épouse. J'ai vu la photo dans le journal local de votre région. Marie-Claire avait raccroché précipitamment, mais les paroles de cette femme tournèrent dans sa tête comme un disque rayé. Thomas Martin. Ce n'était pas le nom de famille qu'elle connaissait. Elle se dirigea vers le secrétaire, où elle gardait les papiers importants. Dans un dossier poussiéreux, elle retrouva les documents d'adoption de Thomas. Nom de naissance, Thomas Moreau, pas Martin. Soudain, tout se mit en place dans son esprit. Les copines précédentes de Thomas, Sylvie, une blonde qui avait déménagé en Allemagne, Isabelle, une rousse qui était partie vivre au Canada, et maintenant Nathalie, qui avait disparu, selon cette femme. Toutes étaient des femmes seules, dans la trentaine, avec un travail stable. Toutes ressemblaient physiquement à Céleste. Marie-Claire réalisa avec horreur qu'elle avait fermé les yeux sur les signes évidents. Thomas n'avait jamais présenté d'amis durables. Il mentait régulièrement sur son travail. Elle avait appelé son entreprise une fois, et personne ne le connaissait sous ce nom. Il possédait toujours des sommes importantes en liquide sans explication claire. Et maintenant, il était en lune de miel à Nice avec Céleste. Exactement comme avec Nathalie. Ses mains tremblaient quand elle composa le numéro de portable de Céleste. Il fallait absolument la prévenir avant qu'il ne soit trop tard. À Nice, Céleste venait de terminer sa douche quand le téléphone de la chambre sonna. Thomas était parti acheter des croissants pour le petit déjeuner. « Allô ? Céleste, c'est Marie-Claire. Il faut que je vous parle immédiatement. » La voix était urgente, paniquée. Céleste n'avait jamais entendu sa belle-mère dans cet état. « Marie-Claire, que se passe-t-il ? Éloignez-vous de mon fils maintenant, pour l'amour du ciel. Il faut que vous partiez immédiatement de cet hôtel. Je ne comprends pas. Thomas, il vous ment sur tout. Ce n'est même pas son vrai nom. Il y a eu d'autres femmes avant vous, et elles ont toutes disparu après leur lune de miel. » Céleste sentit son cœur s'emballer. Les mots de Marie-Claire confirmaient ses doutes grandissants. « Marie-Claire, calmez-vous et expliquez-moi. Une femme vient de m'appeler. Sa sœur était mariée avec Thomas et elle a disparu à Nice il y a 3 ans. Exactement comme vous maintenant. Il faut que vous... » Le bruit de la carte magnétique dans la serrure interrompit brutalement la conversation. Thomas était de retour. Céleste vit son mari entrer dans la chambre, un sac de croissants à la main et son sourire habituel aux lèvres. Mais quand il aperçut le téléphone dans sa main et l'expression terrifiée sur son visage, son expression changea instantanément. Le charme disparut, remplacé par quelque chose de froid et calculateur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Thomas posa calmement le sac sur la table et s'approcha d'elle avec des mouvements lents et délibérés. Ses yeux ne quittaient pas le combiné. Qui était-ce, Céleste ? Sa voix était devenue différente, plus grave, plus menaçante. Céleste raccrocha d'un geste brusque. « Marie-Claire, elle voulait juste prendre de nos nouvelles. » Thomas tendit la main vers le téléphone. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ?» Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Céleste eut vraiment peur de l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le Thomas charmant et attentionné qu'elle croyait connaître. C'était un étranger dont elle ignorait tout et qui venait de lui révéler son vrai visage. Le silence pesait lourdement dans la suite d'hôtel. Thomas fixait Céleste avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue, comme s'il calculait mentalement sa prochaine réaction. Ses yeux avaient perdu toute chaleur. « Réponds-moi, Céleste. Qu'est-ce que Marie-Claire t'a dit ?» Sa voix était devenue étrangement monocorde. Céleste sentit ses mains trembler, mais elle s'efforça de paraître calme. Elle s'inquiétait pour nous, c'est tout. Elle voulait savoir si le voyage se passait bien. Thomas s'assit lentement sur le bord du lit, sans quitter Céleste des yeux. Il prit le téléphone de la chambre et vérifia la liste des appels entrants. L'appel a duré 4 minutes. C'est long pour demander si le voyage se passe bien. Il connaissait le fonctionnement des téléphones d'hôtel avec une précision troublante. Céleste réalisa qu'il maîtrisait parfaitement cet environnement, confirmant qu'il était déjà venu dans cet établissement. Marie-Claire a ses moments de confusion depuis son accident, continua Thomas d'un ton clinique. Elle reçoit parfois des appels de personnes perturbées qui s'inventent des histoires. Des femmes instables qui fantasment sur des relations qu'elles n'ont jamais eues avec moi.
Son explication était trop fluide, trop préparée. Comme s'il l'avait répété mentalement plusieurs fois. « Tu parles de Nathalie ?» Le prénom échappa à Céleste avant qu'elle puisse se retenir. Thomas se figea complètement, son masque de calme se fissurant légèrement. « Ah, elle t'a parlé de Nathalie. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Céleste. Ses épaules étaient tendues. Nathalie était effectivement une ex-copine. Une femme compliquée. Elle m'avait harcelée pendant des mois après notre rupture. Lettres, appels, menaces de suicide. J'ai dû changer de numéro plusieurs fois. Céleste l'observait parler. Il gesticulait d'une manière différente, plus théâtrale, comme s'il jouait un rôle. Elle prétendait qu'on était mariés, qu'on avait fait un voyage ensemble. Pure imagination d'une personne déséquilibrée. Sa famille a fini par la faire interner. Interner ? Problème psychiatrique grave. Délire, mythomanie. Très triste, vraiment. Thomas se retourna vers elle avec une expression de compassion feinte qui glaça Céleste. Il mentait. Tout en lui indiquait qu'il mentait, la façon dont ses yeux se décalaient légèrement vers la gauche, ses mains qui se refermaient en poing, sa voix trop maîtrisée. Et les autres ? Sylvie ? Isabelle ? Thomas fronça les sourcils, comme s'il réfléchissait. Des relations qui se sont mal terminées. Tu sais comment c'est ? Certaines femmes ont du mal à accepter une rupture. Il s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Ses doigts étaient froids. Marie-Claire vieillit, ma chérie. Depuis son AVC, elle confond parfois la réalité et les histoires qu'elle entend à la télévision. Je suis désolée qu'elle t'ait inquiétée avec ses fantasmes. Céleste hocha la tête, mais son instinct lui criait de ne pas le croire. L'homme qui se tenait devant elle était devenu un étranger. Elle remarqua des détails qu'elle n'avait jamais vus. Une petite cicatrice sur sa tempe gauche, une alliance plus claire sur son annulaire qui suggérait qu'il en portait une autre auparavant. Ses ongles parfaitement manucurés, comme ceux de quelqu'un qui prend soin de son apparence de manière obsessionnelle. « Je comprends », murmura-t-elle. Thomas sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « Parfait. Maintenant, si nous profitions de notre dernière journée à Nice, j'ai prévu quelque chose de spécial pour ce soir. » Il se dirigea vers la salle de bain en sifflotant, comme si rien ne s'était passé. Mais Céleste remarqua qu'il emportait son téléphone portable avec lui, ce qu'il ne faisait jamais habituellement. Restée seule dans la chambre, elle s'assit sur le canapé, les jambes flageolantes. Tout se bousculait dans sa tête. Les incohérences des derniers jours prenaient soudain un sens terrifiant. Thomas avait menti sur son travail, sur ses compétences linguistiques, sur sa connaissance de Nice. Et maintenant, il mentait sur son passé. Elle repensa aux paroles de Marie-Claire. « Il y a eu d'autres femmes avant vous, et elles ont toutes disparu. » Le mot « disparu » résonnait dans sa tête comme une menace. Dans la salle de bain, elle entendait Thomas parler à voix basse en italien. Il croyait qu'elle ne comprenait pas, mais elle distingua clairement le mot « problema », répété plusieurs fois. Céleste réalisa avec une clarté terrifiante quel était le problème, et qu'elle était seule, à des centaines de kilomètres de chez elle, avec un homme qu'elle ne connaissait pas, et qui venait de révéler un visage qu'elle n'avait jamais soupçonné. Un homme qui avait peut-être déjà fait disparaître d'autres femmes, exactement comme elle. Céleste observait Thomas, qui préparait leur sortie de l'après-midi avec une méticulosité inquiétante. Il avait choisi ses vêtements, vérifié la météo 3 fois, et planifié leur itinéraire, minute par minute. Chaque geste trahissait un besoin de contrôle obsessionnel qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « J'aimerais me reposer un peu avant de sortir », dit-elle en posant une main sur son front. « Je me sens nauséeuse depuis ce matin. » Thomas s'arrêta net et la fixa avec une attention soudaine. « Nauséeuse ? Quel genre de nausée ?» Son inquiétude semblait démesurée pour un simple malaise. Comme s'il redoutait qu'elle soit vraiment malade et que cela complique ses plans. Rien de grave. Probablement le changement d'alimentation. Si je pouvais juste me reposer 1 heure. Thomas hésita, visiblement contrarié de voir son programme bouleversé. « D'accord. Je vais faire quelques courses pendant que tu te reposes. Tu auras besoin de quelque chose ? » ?»« Non. Merci. Le calme me suffira. » Il l'embrassa sur le front, un geste qui aurait dû être tendre mais qui lui donna la chair de poule. Ses lèvres étaient froides et mécaniques. « Je reviens dans 2 heures maximum. Repose-toi bien. » Dès que la porte se referma, Céleste bondit du lit. Elle avait menti sur ses nausées pour avoir du temps seule.
Il fallait qu'elle vérifie les informations de Marie-Claire avant que Thomas ne revienne. Elle descendit discrètement à la réception. L'établissement possédait un centre d'affaires avec des ordinateurs en libre accès pour les clients. La responsable du service clientèle, une femme élégante d'une 50aine d'années, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour madame. Puis-je vous aider ? J'aimerais utiliser un ordinateur pour vérifier mes emails, s'il vous plaît. » « Bien sûr. Le poste 3 est libre. » Céleste s'installa devant l'écran, les mains tremblantes. Elle tapa dans le moteur de recherche. Nathalie Dubois disparue, Thomas Martin Nice, 2021. Le premier résultat lui coupa le souffle. Disparition inquiétante. Nathalie Dubois, 31 ans, institutrice à Grenoble, n'a plus donné signe de vie depuis son voyage de noces à Nice en septembre 2021. Son époux, Thomas Martin, a été interrogé par les enquêteurs mais aucune charge n'a été retenue contre lui. L'article était accompagné d'une photo de Nathalie. Céleste étouffa un cri. La femme lui ressemblait de manière frappante. Même âge, même couleur de cheveux, même profession, même type physique. Elle aurait pu être sa sœur. Elle continua ses recherches et trouva d'autres articles mentionnant la disparition. L'un d'eux précisait que Nathalie avait été vue pour la dernière fois dans le hall de l'hôtel Carlton, exactement où elle séjournait actuellement. Le même hôtel, la même suite peut-être. Ses mains tremblaient si fort qu'elle avait du mal à contrôler la souris. Elle effectua une nouvelle recherche avec les prénoms que Thomas avait mentionnés. Sylvie disparue Thomas, puis Isabelle disparue Thomas. Les résultats confirmèrent ses pires craintes. Sylvie Moreau, 29 ans, enseignante, disparue en 2019 après un voyage dans le sud de la France avec son mari Thomas Martin. Isabelle Leroy, 33 ans, institutrice, portée disparue en 2020 dans des circonstances similaires. 3 femmes, 3 institutrices. Toutes dans la trentaine, toutes brunes, toutes disparues, après un voyage de noces avec le même homme. Un homme qui utilisait le nom de Thomas Martin, mais dont le vrai nom était Thomas Moreau, d'après les documents d'adoption de Marie-Claire. Céleste imprima discrètement les articles et les glissa dans son sac. Elle effaça minutieusement l'historique de navigation et remonta dans la suite, l'esprit en ébullition. Elle était la 4e, la prochaine sur la liste. De retour dans la chambre, elle inspecta méticuleusement leur affaire. Dans la valise de Thomas, sous ses chemises parfaitement pliées, elle découvrit un petit carnet noir. Son cœur s'emballa quand elle l'ouvrit. Page après page, des notes détaillées sur sa vie, ses horaires de travail, ses habitudes alimentaires, ses trajets quotidiens, le nom de sa banque, le montant approximatif de ses économies. Les notes remontaient à 6 mois avant leur première rencontre, fortuite, au café près de l'école. Leur histoire d'amour était un mensonge. Thomas l'avait étudiée, choisie, approchée de manière calculée. Chaque détail de leur relation avait été orchestré. Sur la dernière page utilisée, une phrase la glaça d'effroi. Céleste, profil parfait. Procédure habituelle. Finalisation prévue. Nice. Suite 412. Suite 412. Leur chambre actuelle. Elle referma précipitamment le carnet en entendant des pas dans le couloir. Thomas était de retour plus tôt que prévu. Elle remit tout en place et se glissa sous les draps, feignant de dormir. La porte s'ouvrit en douceur. Thomas entra silencieusement et s'approcha du lit. Elle sentit son regard peser sur elle pendant de longues minutes. Il vérifiait qu'elle dormait vraiment. Puis elle l'entendit fouiller discrètement dans ses affaires à elle, probablement pour s'assurer qu'elle n'avait rien découvert. Céleste garda les yeux fermés, contrôlant sa respiration pour paraître endormie, mais son esprit tournait à pleine vitesse. Elle connaissait maintenant la vérité terrifiante. Elle avait épousé un tueur en série qui avait déjà fait disparaître 3 femmes, exactement comme elle. Et elle était seule avec lui, dans la même suite d'hôtels, où ces crimes avaient probablement été commis. Céleste attendit que la respiration de Thomas devienne régulière pour ouvrir les yeux. Il dormait profondément à côté d'elle, un bras possessif posé sur sa taille. Dans l'obscurité de la chambre, elle distinguait son profil qui lui paraissait maintenant menaçant. Il fallait qu'elle sorte de cet hôtel. Immédiatement. Mais Thomas avait pris ses papiers d'identité pour les garder en sécurité, prétextant les risques de vol dans les lieux touristiques. Elle était piégée sans ses documents. Le lendemain matin, elle simula des crampes abdominales violentes, se pliant en 2 sur le lit. « Thomas, j'ai très mal au ventre. Ça empire depuis hier soir.
Il se redressa immédiatement, alerte. Son inquiétude semblait davantage liée à un bouleversement de ses plans qu'à sa santé. Quel type de douleur exactement? Comme une intoxication alimentaire. Je crois que c'est le poisson d'hier soir. Il faut que je rentre chez nous. Thomas resta silencieux plusieurs minutes, calculant visiblement ses options. Elle sentait son irritation sous son masque de sollicitude. « Tu es sûr que ce n'est pas juste la fatigue? Nous avons encore 4 jours magnifiques prévus. Je n'y arriverai pas, Thomas. J'ai besoin de mes médicaments, de notre médecin. » Il finit par céder, mais elle remarqua la tension dans sa mâchoire. « Bon, si tu insistes, je vais modifier nos billets de train. » Pendant qu'il s'occupait des arrangements, Céleste observa ses gestes. Il connaissait parfaitement les horaires de correspondance entre Nice et Annecy, comme s'il avait déjà fait ce trajet de nombreuses fois, probablement avec ses victimes précédentes. Dans le train, Thomas semblait nerveux. Il vérifiait constamment son téléphone et jetait des coups d'œil fréquents aux autres passagers. À un moment, un contrôleur s'approcha d'eux et Céleste remarqua que Thomas se tassait légèrement sur son siège, évitant le regard de l'homme en uniforme. « Tu connais bien cette ligne de train », dit-elle innocemment. « J'ai étudié les horaires en détail pour notre voyage », répondit-il sèchement. Mais quand ils changèrent de train à Antibes, il se dirigea vers le bon quai sans consulter les panneaux d'affichage. Il connaissait parfaitement cette gare. À l'approche d'Annecy, Céleste prépara son plan. « J'aimerais passer chez Marie-Claire avant de rentrer à la maison. Elle pourra me donner quelque chose pour mon mal de ventre, et ça la rassurera de me voir. » Thomas serra les dents. « Tu n'as qu'à l'appeler. Nous avons des médicaments à la maison. S'il te plaît, Thomas. Juste 5 minutes. » Elle se fait tellement de soucis. Il accepta finalement, mais insista pour l'accompagner. Comme elle l'avait prévu, il ne la laisserait pas seule avec Marie-Claire. Chez sa belle-mère, l'atmosphère était tendue. Marie-Claire semblait terrifiée en présence de Thomas, évitant son regard et parlant d'une voix faible. Thomas ne quittait pas Céleste d'une semelle, se positionnant toujours entre elle et Marie-Claire. « Comment vous sentez-vous, ma petite ?» demanda Marie-Claire, ses yeux exprimant une inquiétude bien plus profonde qu'un simple malaise digestif. « Ça va mieux maintenant que nous sommes rentrés », répondit Céleste en croisant le regard de sa belle-mère. Dans ce bref échange de regards, un message silencieux passa entre les deux femmes. Marie-Claire comprit que Céleste avait découvert la vérité. Céleste comprit que Marie-Claire était terrorisée pour elle. « Bon, il faut y aller maintenant », intervint Thomas en posant une main ferme sur l'épaule de Céleste. « Ma femme a besoin de repos. » En sortant, Céleste remarqua que Marie-Claire notait discrètement quelque chose sur un papier qu'elle glissa sous un livre. De retour chez eux, Thomas devint encore plus possessif. Il vérifia ses messages, contrôla ses appels, et ne la laissa pas sortir seule, même pour promener Rex. Ce soir-là, pendant qu'il préparait le dîner, Céleste entendit Thomas passer un appel dans la cuisine. Il parlait à voix basse en italien, mais elle distingua les mots « problema »,« troppo presto » et « domani ». Problème, trop tôt, demain. Elle réalisa avec effroi que Thomas adaptait son planning. Quelque chose devait arriver demain. Le lendemain matin, Céleste prétexta devoir retourner à l'école pour préparer la rentrée scolaire. Thomas fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Un samedi? L'école est fermée? » « J'ai les clés, je dois préparer ma classe et récupérer des dossiers administratifs. » Elle mentait, mais son ton était naturel. Thomas hésita, puis accepta à contre-cœur. « Je t'accompagne. »« Non, merci. C'est ennuyeux, juste de la paperasse. Et puis, tu détestes l'odeur de craie et de produits d'entretien. » Elle toucha son bras avec tendresse, jouant parfaitement son rôle d'épouse aimante. « Je reviens dans 2 heures, maximum. » Thomas la laissa partir, mais elle sentit son regard la suivre depuis la fenêtre jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Au lieu de se rendre à l'école, Céleste fila directement chez Marie-Claire. Sa belle-mère ouvrit immédiatement, comme si elle l'attendait. « Ma petite, entrez vite. » L'appartement était plongé dans la pénombre. Rideaux tirés. Marie-Claire était pâle, visiblement épuisée. « Il faut que je vous dise la vérité sur Thomas », murmura la femme âgée en l'entraînant vers la cuisine. Elle sortit le papier qu'elle avait glissé sous le livre la veille. C'était un numéro de téléphone. J'ai rappelé la femme qui m'avait contactée. Elle s'appelle Sandrine. C'est la sœur de Nathalie. Nous avons parlé longuement hier soir. Marie-Claire s'assit lourdement sur une chaise.
Sandrine a mené sa propre enquête depuis 3 ans. Elle a découvert que Thomas utilise toujours la même méthode. Il épouse des femmes seules, les emmène en voyage, et elles ne reviennent jamais. Les mains de Céleste tremblaient. Combien y en a-t-il eu? Au moins 3 avant vous. Peut-être plus. Sandrine a trouvé des traces d'autres identités. Thomas Martin, Thomas Moreau, Thomas Dubois. Ils changent de nom après chaque crime. Marie-Claire se leva et alla chercher une enveloppe dans un tiroir. Sandrine m'a envoyé ça par courrier express hier soir. L'enveloppe contenait des photocopies d'articles de journaux et des photos. Céleste reconnut immédiatement les visages de Sylvie, Isabelle et Nathalie. Toutes lui ressemblèrent de manière troublante. « Regardez les dates », chuchota Marie-Claire. Les disparitions avaient eu lieu exactement aux mêmes périodes. Fin septembre, début octobre. Comme maintenant. « Il suit un calendrier », réalisa Céleste avec horreur. Sandrine pense qu'il recommence chaque année à la même époque. Une sorte de rituel. Marie-Claire prit les mains de Céleste dans les siennes. Elles étaient glacées. Il faut prévenir la police immédiatement. Sandrine a déjà essayé plusieurs fois, mais sans preuve concrète. Thomas est très intelligent. Il ne laisse jamais de traces. Pourquoi vous ne m'avez pas mise en garde plus tôt? Les yeux de Marie-Claire se remplirent de larmes. J'ai voulu croire que je me trompais. Que mon fils adoptif ne pouvait pas être... ça. Et puis, il m'a menacée. Il a dit que si j'essayais de l'empêcher de refaire sa vie, il me ferait interner pour démence sénile. Céleste comprit soudain pourquoi Marie-Claire avait toujours semblé terrifiée en présence de Thomas. Mais quand j'ai vu que vous lui ressembliez tant, que vous étiez institutrice comme les autres, je n'ai plus pu me taire. Marie-Claire se dirigea vers le téléphone fixe. Sandrine m'a donné le numéro d'un brigadier de gendarmerie de Grenoble qui enquête officieusement sur ces disparitions. Il faut l'appeler maintenant. Et si Thomas découvre que nous l'avons contacté, il découvrira de toute façon. Sandrine pense qu'il a prévu d'agir dans les prochains jours. Nous n'avons plus le choix. Céleste regarda l'heure. Elle était partie depuis 45 minutes. Thomas allait commencer à s'inquiéter. Appelez ce brigadier. Moi, je dois rentrer avant qu'il ne soupçonne quelque chose. Il faut que je joue la comédie encore un peu. Marie-Claire composa le numéro d'une main tremblante. Et surtout, ma petite, ne restez jamais seule avec lui. Plus jamais. En sortant de chez Marie-Claire, Céleste croisa le regard d'un homme qui attendait près d'une voiture garée en face. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Thomas l'avait-il fait surveiller? Son sang se glaça quand elle réalisa qu'elle était peut-être déjà en train de jouer les dernières heures de sa vie. Le brigadier Laurent Mercier raccrocha son téléphone et relut ses notes pour la 3e fois. L'appel de Marie-Claire confirmait ses soupçons sur l'affaire Nathalie Dubois qu'il n'avait jamais vraiment classée. 2 heures plus tard, il se présentait discrètement au domicile de Marie-Claire avec sa collègue, l'adjudante Sophie Roux. Les preuves rassemblées par Sandrine et les témoignages concordants suffisaient pour ouvrir une enquête officielle. « Madame, nous allons mettre votre belle-fille sous protection discrète immédiatement », expliqua Mercier. « Mais elle doit continuer à agir normalement. Si Thomas soupçonne quelque chose, il risque de précipiter les événements. » Pendant ce temps, Céleste était rentrée chez elle, où Thomas l'attendait avec un sourire forcé. « Alors, cette préparation de rentrée ? » Très productive. J'ai préparé mes cours jusqu'en novembre. Elle mentait avec une aisance qui l'étonnait elle-même, puisant dans ses ressources d'institutrice habituée à gérer les situations délicates. Thomas l'observa attentivement, cherchant des signes de tromperie. Mais Céleste avait passé sa carrière à détecter les mensonges d'enfants. Elle savait parfaitement en construire de crédibles. Parfait. J'ai préparé un dîner spécial pour ce soir, pour fêter notre retour de lune de miel. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa façon d'insister sur le mot « spécial ». Céleste hocha la tête en souriant. Le reste de la journée s'écoula dans une tension palpable. Thomas était attentionné en surface, mais elle sentait son regard peser constamment sur elle. Il vérifiait ses moindres gestes, comme s'il cherchait à confirmer ses soupçons. Le soir venu, Thomas avait dressé la table avec un soin méticuleux. Bougies, vin rouge, musique douce. Tout paraissait romantique, mais l'atmosphère était électrique. « Tu sembles nerveuse, ma chérie. C'est la fatigue du voyage. Et puis, la reprise du travail lundi me stresse un peu. » Elle but une gorgée de vin en observant Thomas. Il n'avait pas touché au sien,
et la regardait boire avec une attention particulière. Soudain, des phares de voiture balayèrent les fenêtres. Thomas se figea, tous ses sens en alerte. « Tu attends quelqu'un » ? « Non, personne. » Les phares s'éloignèrent, mais Thomas resta tendu. Il se leva et entr'ouvrit légèrement le rideau pour observer la rue. « Il y a une voiture garée en face depuis ce matin, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Céleste sentit son cœur s'emballer. La protection discrète était peut-être déjà en place. Thomas revint s'asseoir, mais son comportement avait changé. Il était maintenant en mode survie, calculant chaque option. « Céleste, nous devons partir. » « Partir ? Maintenant ? Où ça ? J'ai une surprise pour toi. Un petit séjour improvisé. Nos valises sont déjà prêtes. » Elle réalisa avec terreur qu'il avait effectivement préparé leurs bagages sans qu'elle s'en aperçoive. Depuis combien de temps planifiait-il cette fuite ? « Thomas, il est tard. Ne peut-on pas partir demain matin ? » « Non, maintenant. » Sa voix était devenue autoritaire, menaçante. Le masque du mari attentionné était définitivement tombé. À cet instant, son téléphone portable sonna. Thomas décrocha immédiatement. « Allô ? Qui êtes-vous ? Comment avez-vous eu ce numéro ?» Il raccrocha brutalement, le visage livide. « Quelqu'un nous surveille, Céleste. Il faut partir immédiatement. » Il se dirigea vers la chambre pour récupérer les valises. Céleste en profita pour regarder par la fenêtre. Effectivement, une voiture banalisée était garée de l'autre côté de la rue, avec 2 silhouettes à l'intérieur. Thomas revint avec leurs bagages, mais aussi avec quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Un couteau de cuisine glissé dans sa ceinture. « Nous sortons par la porte de service de l'immeuble. Ma voiture est garée dans la cour intérieure. »« Thomas, tu me fais peur. Explique-moi ce qui se passe. » « Des gens veulent nous séparer, Céleste. Ils inventent des histoires sur moi, ils mentent. Mais je ne les laisserai pas nous détruire. » Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse qu'elle n'avait jamais vue. L'homme rationnel et calculateur avait cédé la place à quelqu'un d'imprévisible et potentiellement violent. À l'extérieur, les gendarmes avaient remarqué l'agitation dans l'appartement. Le brigadier Mercier parlait dans son talkie-walkie. « Suspect en mouvement, demande renfort. La situation dégénère. » Thomas poussa Céleste vers la porte de service, le couteau visible dans sa ceinture. Ses gestes étaient saccadés. Son calme habituel avait cédé la place à une nervosité dangereuse. « Si tu cries, ou si tu essaies de t'enfuir, je te jure que tu le regretteras, » murmura-t-il à son oreille. Dans la cour intérieure, sa voiture les attendait, moteur déjà chaud. Il avait tout préparé méticuleusement, mais la surveillance policière avait bouleversé son planning. Au moment où ils atteignaient le véhicule, des projecteurs puissants illuminèrent la cour. 5 voitures de gendarmerie les encerclaient, sorties de nulle part. « Gendarmerie, lâchez votre arme et mettez-vous à genoux !» Thomas se figea, réalisant qu'il était pris au piège. Son regard passa de Céleste aux gendarmes, calculant ses dernières options. « Tu m'as dénoncé !» siffla-t-il avec une haine pure dans les yeux. « Thomas Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour les disparitions de Nathalie Dubois, Sylvie Moreau et Isabelle Leroy. » Le brigadier Mercier s'avançait lentement, l'arme au poing, mais pointée vers le sol, adoptant une posture non agressive pour éviter que Thomas ne panique complètement. « Il n'y a aucune issue. Lâchez ce couteau et laissez votre épouse s'éloigner. » Thomas serra le manche de son arme, ses knuckles blanchissants. Pendant quelques secondes interminables, Céleste crut qu'il allait la poignarder par pure vengeance. Puis, comme un animal traqué qui abandonne le combat, ses épaules s'affaissèrent. Le couteau tomba sur le gravier avec un bruit métallique qui résonna dans le silence de la nuit. À genoux, main derrière la tête, Céleste s'effondra en larmes, libérée d'une tension qu'elle n'avait plus conscience de porter. Une gendarme l'entoura de ses bras pendant que Thomas était menotté et emmené vers l'une des voitures. 14 mois plus tard. Le procès de Thomas Moreau fit sensation dans les médias régionaux. Les enquêteurs avaient finalement retrouvé les corps de Nathalie et Sylvie grâce aux indications géographiques découvertes dans ses notes personnelles. Isabelle restait portée disparue, mais les preuves contre Thomas étaient accablantes. Céleste témoigna pendant 2 jours difficiles, reconstituant méticuleusement la manipulation psychologique qu'elle avait subie. Sa formation d'institutrice l'aidait à structurer son récit de manière claire et convaincante. « L'accusé vous a-t-il menacé physiquement ?» demanda l'avocat général. « Pas directement, mais il contrôlait chaque aspect de ma vie.
Je me rends compte maintenant que j'étais devenue prisonnière sans m'en apercevoir. Thomas fut condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire avec préméditation. Dans son box, il n'avait montré aucun signe de remords, fixant alternativement Céleste et Marie-Claire avec une froideur inquiétante. 2 ans après le procès, Céleste referma sa valise avec un sourire apaisé. Elle quittait définitivement Annecy pour Chambéry, où elle avait obtenu un poste dans un établissement spécialisé dans l'aide aux enfants victimes de maltraitance. Marie-Claire l'attendait dans le salon, plus fragile physiquement mais psychologiquement libérée du poids du secret qu'elle avait porté. « Tu vas me manquer, ma petite. Vous aussi. Mais Chambéry n'est qu'à 1 heure de route. Et puis, vous avez promis de venir pour Noël. » Les 2 femmes s'étreignirent longuement. Marie-Claire était devenue la mère que Céleste n'avait jamais eue, et Céleste la fille que Marie-Claire avait cru perdre à jamais avec Thomas. « Vous pensez que vous pourrez refaire confiance un jour ?» avait demandé Marie-Claire quelques mois plus tôt. « J'apprends. En thérapie, Dr Lemoine m'aide à reconstruire mes repères. Je sais maintenant reconnaître les signes de manipulation. » Effectivement, Céleste avait développé une acuité particulière pour détecter les comportements malsains. Dans son nouveau travail, cette compétence douloureusement acquise l'aidait à identifier les enfants en détresse. Le lendemain de son installation à Chambéry, elle croisait David, le psychologue scolaire de son établissement. Un homme calme et patient, qui respectait ses silences et n'insistait jamais quand elle déclinait ses invitations à boire un café. « Vous savez, » lui avait-elle dit un jour, « j'ai besoin de temps, beaucoup de temps. Je sais, et j'ai tout mon temps. » Sa simplicité l'avait touchée. Pas de grands gestes romantiques, pas de déclarations passionnées, juste une présence stable et rassurante. Ce soir-là, en regardant les montagnes depuis sa nouvelle fenêtre, Céleste repensa à ces 3 années écoulées. L'horreur, la peur, les cauchemars, mais aussi la découverte de sa propre force. Elle avait survécu au pire. Elle aidait maintenant d'autres victimes à reconstruire leur vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait l'avenir avec espoir, plutôt qu'avec crainte. Thomas était enfermé pour 2 décennies. Elle était enfin libre.